Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la 3e saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Vous êtes les premiers promoteurs de La Boussole et je vous remercie pour votre écoute du podcast. Pour rendre visible La Boussole, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, attribuez au podcast une note 5 étoiles, c'est encore mieux, et enfin, c'est essentiel, laissez un commentaire. L'épisode d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur. J'ai reçu peu d'autodidactes dans le podcast, et lorsque Christophe Tran a accepté mon invitation, j'ai été plus que ravie. Christophe est un autodidacte qui a su régulièrement prendre le temps de se poser pour savoir s'il était toujours aligné avec son travail. C'est ainsi qu'il a créé avec son épouse Les Savonnables, qui propose des savons et accessoires produits par de petits artisans savonniers. C'est peut-être parce que Christophe se considère lui-même comme un artisan qu'il a tissé des relations fortes avec les artisans savonniers qui proposent leurs produits sur Les Savonnables. Avec Christophe, nous avons parlé de trouver sa voie, de savoir s'écouter, de transformer un échec en une expérience et du rôle du consommateur face aux défis du changement climatique. Ce que partage Christophe dans cet épisode apporte matière à réflexion, alors bonne écoute. Bonjour Christophe. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Alors Christophe, tu es l'heureux cofondateur des Savonnables, mais je vais peut-être d'abord te laisser te présenter. Alors bonjour Claire, merci de m'avoir invité dans La Boussole. Moi c'est Christophe, j'ai 38 ans, je suis papa de 3 filles et effectivement cofondateur de Les Savonnables. J'ai un parcours qui est particulier parce que j'ai pas fait de niveau d'études classique, on va dire. J'ai pas été sur un chemin traditionnel. D'accord. Voilà. Et toi, du coup, tu es ce qu'on peut dire un autodidacte. Tu as travaillé du coup plutôt dans tout ce qui était design au début, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a emmené vers ça? Alors, je vais revenir un petit peu en fait au début. Oui. Ça sera plus simple. Moi, j'ai quitté les études, la scolarité même, juste un peu à la 3e. D'accord. C'était un moment où moi j'avais envie de faire des études d'art. Sur lesquels c'était très peu connu de mes parents, puisque je suis issu d'une famille ouvrière, hein, et c'est vrai que ces métiers-là étaient mal connus, et mes professeurs à l'époque ne me guidaient pas vers cette voie-là non plus, soit sur une voie généraliste ou soit sur une voie professionnelle. La voie professionnelle m'a plus parlé parce que c'était plus, on va dire, peut-être plus concret. C'était plus concret pour moi, effectivement. Et j'ai commencé à cette époque-là, ça s'appelait un BEP Vente Action Marchande. D'accord. Et j'ai arrêté juste après parce que, je m'ennuyais principalement et c'était pas concret pour moi non plus. C'était pas ta voix en fait, c'était parce ça. que ce qui te plaisait profondément en tout cas. Donc j'ai fait des petits boulots dans la restauration, etc. Et j'ai eu l'opportunité de travailler dans l'immobilier. J'ai travaillé 3 ans dans l'immobilier, donc c'était une première expérience professionnelle qui m'a vraiment apporté beaucoup de choses sur le sens du commerce, sur la prospection, sur comment créer un fichier client. Et c'était une époque aussi où il n'y avait pas encore Internet. D'accord. Donc c'était assez différent parce que la prospection c'était beaucoup de physique. On allait sur le terrain, porte à porte. On était au coin d'un café ou bien dans le café pour parler avec les personnes. C'est vrai qu'on tend à oublier un peu que ça se passait comme ça il n'y a pas si longtemps que ça. Non, il n'y a pas si longtemps. Hein. Mais effectivement, c'est notre époque. Passé ces 3 ans, je me suis reposé la question si c'était ce que je voulais faire, on va dire, sur 10, 15 ans. La réponse était non. Du coup, j'ai décidé d'arrêter au bout de 3 ans. J'ai repris une formation dans les métiers de la PAO, PAO et design. C'était une époque où
c'était un risque pour moi parce que j'avais déjà mon appartement, j'avais acheté mon appartement juste avant. Voilà, j'avais tout qui était dans le Nord. Et cette formation, elle était dans le centre de la France. D'accord. Et je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre. À cette époque-là, je pense que j'avais 24-25 ans. Je me suis dit, bon, j'y vais. Et au pire des cas, je pourrais revenir sur mes acquis déjà. Donc je suis parti, c'était vraiment une révélation pour moi parce que je découvrais un petit peu ce que je voulais faire finalement. Enfin, tout ce que j'apprenais, ça me parlait vachement sur les métiers du design, la communication. J'ai fait un petit module web qui sera important justement pour après. Et c'était un module web qui n'était pas compris dans la formation, mais comme mon formateur c'était un passionné, il nous expliquait un petit peu comment ça fonctionnait. Et donc je suis sorti de cette formation, j'ai commencé à travailler pour Dama, une boîte de prêt-à-porter. Je ne sais pas si on pouvait la citer. Si, bien sûr. Ouais. Si. Et j'ai commencé en tant qu'infographiste. D'accord. Donc à cette époque-là, le travail consistait à reproduire des maquettes France pour l'Allemagne, donc beaucoup on va dire, c'était vraiment de l'exé principalement. Et ça me suffisait. Enfin, j'étais vraiment content parce que l'environnement dans lequel j'étais, je travaille avec des DA, des rédacteurs, etc. Et c'était nouveau et c'est surtout que je me sentais à ma place à ce moment-là. Et bien tombé, le premier site e-commerce de la marque a commencé. Enfin, il y avait le projet de se mettre du site e-commerce. Ils sont arrivés plus tardivement que d'autres acteurs tels que des VADistes dans comme le La Nord, Redoute ou d'autres comme La Redoute, 3 Suisses, etc. Et toi, du coup, t'es parti dessus sur ce projet-là. En fait, c'est mon responsable m'a demandé si je connaissais le web. Et à cette époque-là, il y a très peu de formations web. C'est vraiment des profils principalement autodidactes où voilà. Et on mélangeait beaucoup le web design avec le webmaster, le développeur, etc. C'était vraiment assez mélangé finalement. Et donc moi j'ai dit oui, mais sans vraiment savoir si j'allais savoir répondre à ce qu'il me demandait. Donc mon responsable m'a mis à cette époque-là sur ce projet-là. Et donc c'est comme ça que ça a démarré pour moi. J'ai commencé donc à créer des pages, etc., à développer, intégrer les pages. Et donc j'étais le premier profil web de la boîte, en tout cas pour la France en web design. Et j'ai de fil en aiguille constitué une équipe. Quelques temps après, je pilotais le studio, donc toute la partie planning, création, pour pouvoir répondre à la demande marketing principalement. Et donc je suis devenu en quelques années, en 2-3 ans, directeur de création pour le site, et j'ai développé l'activité, on va dire, sur la partie design et sur toutes les opérations commerciales de la boîte, comme ça, et à la fin on gérait une équipe de 7 personnes. D'accord. Agences comprises. Donc j'ai vraiment évolué dans l'entreprise, j'ai grandi dans l'entreprise, et après 10 ans de bons et loyaux services, je me suis reposé la question, est-ce que c'est ce que je voulais faire dans les 10-15 ans à venir? Et la réponse était non. D'accord. Je voulais vraiment faire autre chose. J'avais besoin d'aller plus loin dans ce que j'entreprenais. Je suis un profil assez engagé dans ce que je fais, et je voulais aller explorer d'autres choses, voir autre chose, puisque le spectre que j'avais, il était déjà intéressant, mais il me suffisait plus. Donc j'ai profité, on va dire, d'une occasion où il y avait une réorganisation, et je me suis positionné là en disant que c'était le moment de passer le relais. Et je pense que 10 ans c'était bien. Et j'ai créé en sortant de Damar, une première entreprise, c'est Senior Privé. Donc c'est un site de vente privée dédié aux seniors. Oui.
Il n'y a pas eu de rencontre avec le marché. J'étais incubé chez Blanche Maille. J'avais fait tout le parcours, on va dire, classique lorsqu'on monte une start-up. Hein. Et il n'y a pas eu de rencontre avec le marché. C'était très compliqué la première année. Ensuite, il y a eu le Covid. Oui. Donc là... Et bon, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment, voilà, d'arrêter, puisqu'il y avait plus un problème de fond qu'un problème de moyens, finalement. J'aurais pu, à cette époque-là, contracter d'autres choses avec les prêts proposés par l'État, etc. Mais bon, j'ai préféré arrêter. Oui. C'était plus sain, je trouve. C'était une très très belle expérience. Le fait d'avoir connu cet échec-là, moi, ça m'a vraiment ça a remis les choses à plat, je trouve, sur ma façon de concevoir une entreprise, voir comment on amène une entreprise et aussi les besoins. C'est un échec qui m'a permis, je pense, de grandir et aussi aujourd'hui de me concentrer sur les choses importantes, à maîtriser avant même de pas brûler toutes les étapes. D'accord, ok. Et donc c'est comme ça que tu arrives à fonder Les Savonnables. Comment t'es venue l'idée, en fait ? Alors cette idée, elle est venue pendant le confinement. D'accord. Avec mon épouse. Il faut savoir que mon épouse, elle était auxiliaire de puériculture. Et elle sortait d'un congé parental assez long. Et en revenant à la crèche, elle se sentait plus à sa place. Elle avait besoin, je pense, de faire autre chose, enfin en tout cas de voir autre chose. Et on passait beaucoup de temps à discuter. Est venue l'idée de créer quelque chose ensemble. Et on discutait sur ce qu'on aimerait faire. Il y avait des conditions là-dedans. C'était des choses qui correspondaient, en tout cas de créer quelque chose qui correspondait à nos valeurs. Qui pouvait aussi sensibiliser nos enfants également, puisque comme c'est un projet, on va dire, je vais pas dire familial, mais c'est un projet qu'on mène à deux. Les enfants, enfin, sont, comment dire, spectateurs finalement de ça, et même pas acteurs, mais en tout cas ils vivent aussi l'entreprise, je pense, comme on travaille de chez nous actuellement. Donc il fallait aussi qu'il y ait vraiment c'est quelque chose qui parle à nos enfants, quelque chose qui apportait quelque chose de positif d'un point de vue environnemental et également pour nous. Et de là on a choisi la cosmétique Soline. Mon épouse commençait à utiliser la cosmétique solide lorsqu'on a eu nos enfants, puisqu'ils avaient la peau assez irritée. Et on se posait pas mal de questions sur la raison pour laquelle... finalement, on s'est aperçu que c'était ce qu'on mettait sur la peau de nos enfants. Et donc, on a commencé à consommer ça à travers eux. Donc, nous aussi, on est devenus adeptes à des soins solides. Et donc, c'est un produit qui nous parlait, qu'on aimait. Et du coup, on s'est dit, on va lancer un projet à travers là-dessus. Les soins solides, en valorisant les artisans savonniers qui sont derrière tous ces savons. Et également, il y a une partie qui est accessoire aussi, qui est des produits textiles fabriqués en France, principalement. Ok. Et donc, comment ça s'est passé au début ? Comment on fait du savon ? Qu'est-ce qu'il faut pour le faire ? Comment vous êtes lancé ? Alors, nous, on fabrique pas le savon, c'est les artisans qui le fabriquent. Donc, je vais pas rentrer dans l'aspect technique, on va dire, puisque
ils sont plus experts que moi sur le sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils utilisent donc des ingrédients qui sont 100% naturels. Nous, notre démarche, elle consiste à sélectionner un produit en fonction de ces ingrédients. D'accord. On a à cœur aussi de travailler avec des artisans, des petits artisans savonniers. Lorsque c'est une trop grosse structure, on préfère focuser sur les petits artisans. La saponification à froid, c'est une méthode de fabrication qui est plus lente, puisqu'il y a un délai de séchage de 8 semaines, mais ça permet de préserver tous les ingrédients et toute la qualité des ingrédients à l'intérieur des savons. Ok. Et du coup, par contre, les gammes, c'est toi et ton épouse qui les imaginez. Enfin, comment, dans vos relations avec les savonniers, comment ça marche? Alors, les gammes, elles sont sélectionnées en fonction de nos coups de cœur. Okay. Les savonniers, on travaille quelques savonniers dans le nord de la France, qui sont à quelques mètres d'ailleurs, pour certains. Et on travaille avec des savonniers d'un peu partout en France. Ce qui est intéressant avec les savons, c'est que c'est des savonniers, c'est des personnes passionnées qui travaillent avec les éléments qu'ils ont autour d'eux, souvent. Et du coup, lorsqu'on travaille avec un savonnier qui est dans le sud de la France, il va utiliser d'autres huiles, il va être inspiré par d'autres formulations. Et donc, on voulait varier. Comme ça, une gamme variée. On en trouve avec du chocolat. Dans le Nord, on a un savon chicorée, café chicorée, par exemple. On a un savon qui est issu d'une collaboration entre Méo, le café Méo et l'entreprise savon de Roubaix. Donc, c'est Mobius, c'est la petite sœur la grande sœur de savon de Roubaix, pardon. Et donc, ce qui nous a intéressé dans ce savon, c'est qu'ils allaient upcycler le marc de café. D'accord. De Méo, donc ils revalorisaient quelque chose qui était normalement destiné aux déchets pour en faire un savon gommant. Et ça, c'est top. Très beau savon. Super sympa. Et après, comment vous vendez sur Internet? Du coup, vous avez un site Internet. Comment ça s'est passé, tout ça? Alors, tout d'abord, ce qu'on a fait, on a cherché, donc on a vraiment fait une grosse recherche au niveau des savonniers. Donc ça, dans un premier temps, on a construit notre gamme de savons, donc notre sélection, on va dire. Ensuite, dès que c'était OK pour nous, on s'est dit, tiens, on a quelque chose qui est intéressant, qui est varié, qui peut parler aussi au plus grand nombre, parce qu'il y a on va choisir des choses avec, des savons, pardon, avec des huiles essentielles, sans huiles essentielles, pour des peaux sensibles, etc. Là, je me suis mis au développement du site. Bon, c'est mon métier, du coup, c'est mon ancien métier. Du coup, c'était assez simple. Et c'est un gain de temps énorme pour nous, surtout que c'est c'est une grosse économie déjà, puisque c'est un coût assez important, un site internet, et surtout qu'on pouvait avoir quelque chose qui était vraiment façonné à notre image. J'ai pris le temps. Qui vous ressemble bien à vous deux. C'est ça. Donc entre le brief et le développeur, avec une personne, donc c'était beaucoup plus simple. C'est ça. Et après, on a alimenté tous nos réseaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn dernièrement. Mais voilà, donc là on va en ligne principalement. On va tenter quelques marchés de Noël prochainement. Alors on n'a pas vocation à faire des marchés, mais on s'est dit qu'il serait intéressant d'aller à la rencontre de nos clients pour avoir leur retour, puisque sur le web on a des très bons avis clients. Malgré tout. C'est pas pareil que de pouvoir échanger avec les personnes qui regardent tes produits et qui te disent c'est super beau, ou d'avoir leur retour en direct, c'est pas la même chose. C'est ça. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut pas avoir sur un avis issu du web.
Surtout que les gammes aussi, je pense qu'en physique, elles sont différentes puisque la partie olfactive va prendre le dessus, alors que sur le web, c'est plus la partie visuelle. Même si ils vont voir les ingrédients, être attirés par on va dire, un ingrédient en particulier. Mais la partie physique, il y a d'autres sens qui sera mis en avant. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on va découvrir cet hiver, en tout cas dans la période de Noël. Super. Et donc aujourd'hui, la gamme, ça représente combien de savons? Là, j'en vois, il y en a sur la table. Mais Alors, on a une trentaine, 30 à 35 savons, avec une quinzaine de savonniers. D'accord. Alors, on ne souhaite pas avoir une gamme trop importante d'un seul savonnier. Surtout que notre sélection, elle est faite en sorte que 2 savons ne se cannibalisent. Il n'y a pas vraiment de doublons qui se ressemblent trop, quoi. C'est ça, tout à fait. Tout ça, c'est différent. Tout à fait. On a des savons au lait d'ânesse, par exemple. On travaille avec un savonnier, on a testé ses produits, on a été attiré par ces produits également. Le savonnier en tant que personne, et donc on travaille qu'avec lui actuellement, par exemple, en tout cas pour une typologie de savon. Mais effectivement, l'idée, c'est de varier, toujours varier, mais on n'a pas vocation à avoir 300 savons sur le site. On veut on a une vision plus qualitative que quantitative sur cette partie-là. D'accord. Et il y a une partie aussi, du coup, accessoire, dans une logique qui est zéro déchet, qui suit, du coup, le fait d'utiliser du solide, c'est pour avoir moins de déchets, et donc quelques accessoires à côté qui permettent de poursuivre la démarche, finalement. C'est ça, tout à fait. La partie accessoire, c'est une partie qu'on souhaite encore plus développer. Là, aujourd'hui, on a des accessoires qui sont en lien avec le savon, principalement. Donc des pochettes à savon, des porte-savons aimantés aussi. Mais c'est une partie qu'on souhaite vraiment développer parce que aujourd'hui elle est sous-exploitée chez nous. On a une collection qui est assez courte sur cette partie-là. Mais effectivement, l'objectif, c'est de proposer des accessoires qui permettent de réduire nos déchets, comme des carrés alors c'est pas des carrés de coton, mais c'est des lingettes, c'est réutilisable, qui va se substituer aux carrés de coton. Il y a le loofah qu'on vend sur le site. C'est une courge qui, elle, n'est pas française, puisqu'elle ne pousse pas en France. On n'en a pas trouvé en France. On a trouvé donc un agriculteur espagnol, et également c'est une courge qui est utilisée aussi en Égypte. Et elle permet de substituer à une éponge exfoliante. Voilà, on vend aussi des pochons cadeaux pour réduire la consommation de papier cadeau. Prochainement, très prochainement, il va y avoir des furoshiki. C'est des emballages cadeaux japonais en tissu, du coup. Tissu, tout à fait. Parce que ça fait des beaux emballages, d'ailleurs. Quand on arrive à bien faire, il faut le petit mode d'emploi pour le faire. Il y sera. Parce qu'effectivement, ça peut... mais effectivement, on est attiré par ces choses-là, on aime beaucoup. Et on propose ces choses qui permettent de consommer, on va dire, de manière plus responsable. Faut savoir que nous, on n'est pas, on n'est pas des pros écolos on a un profil assez finalement classique. On a intégré cette consommation-là de manière très progressive finalement. Par exemple, il y a des produits sur lesquels aujourd'hui qu'on souhaite demain vendre sur le site, qu'on utilise, qu'on est revenu parce qu'on trouvait que le produit était passé, on va dire,
simple à utiliser pour nous. Par exemple, le dentifrice Soline, c'était quelque chose où moi, en tant que consommateur, j'ai du mal en fait à intégrer tout de suite. Ouais. Et finalement, on s'habitue. Parfois, on revient sur des produits, on va dire de grande distrib classiques. Mais je pense, enfin voilà, il faut pas avoir de, comment dire. Je pense que notre consommation, il faut qu'elle soit responsable, il faut qu'elle soit éveillée également. Il faut qu'on soit conscient de l'impact qu'on peut avoir à titre individuel. Voilà. Et après, on a aussi un mode de vie qui est surtout un apprentissage qui conditionne aussi nos choix aujourd'hui. Bien sûr. Et donc on est venu progressivement aussi sur le zéro déchet. On a encore beaucoup d'efforts à faire, mais on est content de pouvoir réduire au maximum nos déchets. Bien sûr. Et la première commande, c'était hors du cercle familial, ami. Ça vous a fait quoi? Enfin, quand tu commences à voir arriver des commandes de personnes que tu connais pas, j'imagine que c'est quand même une émotion assez particulière. La première commande, c'est on rentre dans le concret. Ouais. Après, beaucoup d'efforts, puisque il faut beaucoup d'efforts, de temps, de discussion, de négociation entre nous pour pouvoir faire nos choix, etc. Je pense que voilà, on est heureux. On est heureux parce que c'est un petit peu le résultat de ce qu'on souhaitait faire au départ. Ça devient tangible. Donc la première commande, ce qu'on expédie à une personne inconnue, on se dit que cette personne-là, elle ne nous connaît pas, elle a été attirée par les produits finalement. Par les produits et par ce qu'on propose. Et voilà, c'est une certaine fierté également. Et quand tu regardes un peu ton chemin, tu vois, parcouru, si tu fais une petite rétrospective, qu'est-ce que tu te dis du coup de toi qui étais autodidacte, plutôt envie d'être dans la création, créatif, et là, tu lances ton entreprise sur une thématique qui est quand même avec des valeurs assez chouettes. J'ai du mal à faire une rétrospective. Alors je la fais très très rarement parce que ce qui m'intéresse c'est après finalement. C'est me dire que mon parcours est alors je suis content d'avoir un parcours atypique, ça c'est vrai. Je suis content puisque mon mode de fonctionnement il est parfois un peu différent d'une personne qui a été sur un parcours traditionnel. Une personne qui a un parcours traditionnel également va bien se compléter. Moi j'ai besoin par exemple de faire avant d'apprendre, de pouvoir toucher aux choses, de modeler les choses avant, de poser quelque chose de théorique dessus. Donc oui, effectivement, enfin il y a, mais je me fais rarement des rétrospectives en me disant que c'est super. Enfin voilà, enfin je pense que c'est un chemin différent, différent. Et c'est vrai que je me concentre plus sur ce qui se passe après. Faut se tourner vers l'avenir, en fait, finalement, de dire que de regarder ce qui s'est passé. Oui, alors j'en retire des leçons, comme l'échec de ma dernière entreprise, par exemple. Je vais prendre ça comme leçon, comme on va dire, comme point. À ne pas... Des points de vigilance, en fait, voilà, tout à fait. Pas reproduire des choses qui n'ont pas bien marché, pourquoi Exactement. Ce qui m'embêterait, c'est de reproduire ces mêmes erreurs. Par exemple, après, c'est possible, lorsqu'on crée une entreprise, voilà, il y a surtout dans le monde de la start-up, on sait que pour percer, il y a on a plus de chances, très honnêtement, de voir son entreprise fermer que réussir. Après, on est animé, on est tellement habité par ce qu'on fait que
voilà, vous y croyez tous les deux, quoi. Voilà, tout à fait. Là aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est de me concentrer sur les métriques, sur les leviers d'acquisition, sur le coût d'acquisition, sur la marge et également sur la croissance. Aujourd'hui sponsorisé, mais demain aussi naturel. Donc ce qui m'intéresse, c'est tout ça. C'est aussi de pouvoir concilier ma vie professionnelle à ma vie familiale également. Ce que j'allais te dire, parce qu'avec 3 enfants, c'est quand même du travail. C'est sport, parce que surtout lorsqu'on travaille à la maison, c'est très, on a un planning qui est différent. Alors, on peut bosser sur toute une journée, mais il y a des moments dans la journée lorsque les enfants rentrent de l'école. En plus, j'ai 3 filles qui sont toniques. Je prends pas de colle par exemple pendant ces moments-là. Je m'arrête aussi un petit peu pour passer un peu de temps avec eux. Lors de mon entreprise précédente, je me suis aperçu que j'ai passé très peu de temps avec mes enfants. Je me suis dévoué dans l'entreprise. J'ai passé énormément de temps et d'énergie. Même si j'étais présent, finalement, j'avais toujours en tête. T'es sur autre chose, quoi. C'est ça. Et j'étais pas que en pleine conscience. Donc là, j'essaie vraiment, même si c'est difficile, hein, d'être vraiment, d'être physiquement et que ton esprit soit là, le mental soit là avec elle. Voilà, aussi. tout à fait. Ouais. Ça, c'est important puisque c'est ce que je recherchais aussi. Je pense que ça ne on peut développer quelque chose en tout cas en essayant d'équilibrer au maximum. Après, il n'y a pas vraiment de bon ou mauvais choix. Oui. Là, c'est mon besoin actuel de retrouver une sérénité à ce niveau-là. Et également de pouvoir équilibrer aussi avec ce que j'ai envie d'entreprendre, ce qu'on a envie d'entreprendre, c'est avec mon épouse. Mais par exemple, dans notre temps de travail, mon épouse est plus flexible que moi. Par exemple, c'est pour les enfants, c'est un peu le deal qu'on s'est mis ensemble. Voilà, tout à fait. Après, parfois, elle est plus occupée, donc je prends le relais. Mais on arrive à équilibrer. On passe du temps avec nos enfants et c'est déjà ça de gagner. Ouais. Voilà, tout à fait. Et du coup, surtout ce volet, le volet communication, réseaux sociaux, c'est toi qui gères tout pour... Oui. Ouais, d'accord. Oui, puisqu'on a aujourd'hui, on est à deux, on n'a pas les finances qui permettent de en plus, enfin, c'est des choses assez coûteuses, hein, oui, toute la partie communication. Et pour avoir été freelance aussi, c'était inutile pour nous de déléguer ça. Oui, toi, tu as les compétences, donc autant les faire, l'internaliser pour le moment, ça n'a pas... Enfin, c'est mieux comme ça, en lancement, en tout cas, d'être un peu mettre à bord de la communication que vous voulez avoir sur les réseaux sociaux, etc. quoi. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on maîtrise totalement nos outils de com. Ça, c'est on va dire que c'est très confortable parce que dès qu'on a une idée en tête, on peut le lancer. Oui. Dès on voit un blocage sur le site, on peut le développer, on peut le créer. Mais effectivement, on va dire que l'investissement prochain, il sera plus sur la partie SEO, c'est développer du contenu sur l'usage des savons et au-delà, hein, c'est sur le zéro déchet. Là, c'est plus un investissement sur un moyen terme, moyen long terme, sur la partie SEO, puisqu'on n'a pas les compétences rédactionnelles, ni ma femme ni moi, donc on est en tout cas, c'est la chose sur laquelle on va investir prochainement. D'accord. Mais toute la partie communication, effectivement, c'est fait en interne. Et on est content du résultat. Et du coup, vous êtes bien complémentaires avec ton épouse parce que travailler en couple, c'est pas, ou entreprendre en tout cas en couple, c'est pas toujours évident. Vous avez chacun a ses domaines. Enfin, comment vous travaillez ensemble ?
Alors c'est plus évident qu'on pourrait le croire. D'accord. Finalement. C'est vrai que moi j'avais des doutes un petit peu avant, hein, mais ça on en a discuté avant. Et effectivement, c'est le tout, c'est vraiment je pense, de formaliser les choses, également de bien, comment dire, les attentes, enfin dire les choses qu'on veut faire, comment, enfin tout poser. C'est ça. Pour avancer sereinement. Je pense que, mais c'est comme avec un associé lambda. C'est lambda. Ouais. C'est vraiment de définir les rôles de chacun et les attentes de chacun. Et ensuite, la partie relationnelle, c'est une relation professionnelle finalement. Oui. En tout cas, sur les discussions qu'on a sur l'entreprise. C'est des discussions qui est d'ordre professionnel. Ensuite, évidemment que parfois, on va dire qu'on va tenir un discours qu'on ne tiendrait pas avec un associé, c'est lambda. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est, voilà, on a confiance en nous. En deux, donc par défaut, ça c'est déjà quelque chose d'extrêmement précieux fort, pour une relation entre associés. Et mais voilà, après effectivement, mais je pense que les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est les difficultés qu'un associé, lorsqu'on a un associé lambda, qu'on peut rencontrer avec un associé lambda, ouais. Et toi, j'avais vu aussi dans ton parcours que tu as été passé par le programme à Stanford. Oui. Et ça, je sais que c'est quelque chose pour avoir rencontré plusieurs entrepreneurs qui sont passés par ce programme-là, ça les a beaucoup inspirés. Enfin, ça a eu un effet quand même assez fort sur eux. Est-ce que pour toi, c'était la même chose ? Alors, c'est évidemment comment dire, on change de monde. Ils ont une vision de l'entrepreneuriat qui est complètement différente de la nôtre. Surtout, mais je pense que c'est même dans l'éducation. Hein, nous, on a comment dire on a cette vision avec. On a un regard différent. C'est sur l'échec. Oui. Et je pense que. C'est qu'aux États-Unis, c'est hyper déculpabilisant. Enfin, en gros, tu peux te planter. En fait, c'est pas grave. Enfin, en fait, on ressent ça. Tu vois, les gens qui sont passés ou qui ont fait des études un peu aux États-Unis ou qui sont accompagnés par des gens plutôt avec cette mentalité, on va dire, anglo-saxonne. Pour eux, en gros, c'est pas grave, quoi. Enfin, en gros, vaut mieux essayer de se planter que de rien faire. Alors que encore ici en France, il y a des moments où tu sens que l'échec, t'as fait un truc, ça n'a pas marché, tu vois, c'est sûr qu'en France, c'est pas la même chose, c'est pas la même mentalité en tout cas. C'est certain qu'en France, l'échec a une texture complètement différente. Je dirais même pas qu'aux États-Unis, c'est pas grave de se planter, c'est qu'en France, c'est grave de se planter. Ouais. C'est encore différent. C'est que on nous apprend, comment dire, d'avancer sans tomber. Ouais. Mais je pense que, comme dans tout apprentissage, il faut tomber pour pouvoir se relever et justement de pouvoir s'y retenir des choses et finalement effectivement cette on va dire ce regard qu'on a sur l'échec vient bloquer pas mal de choses. Je pense en France ils ont donc ça fait partie également je pense que c'est des choses qui m'ont interpellé à Stanford. Ils ont une vision très gros, on va dire, de leur business. Alors mon business et les personnes que j'ai rencontrées là-bas, c'est deux mondes. Hein. Il y avait des personnes qui étaient au bord de Microsoft, Tesla, et nous à côté, on va dire, mais ils ont des mécaniques qui sont intéressantes sur le fonctionnement. Ils ont un regard sur l'entrepreneuriat qui est très méthodique.
Et surtout que, effectivement, c'est l'échec, c'est plus une expérience pour eux que ce que nous on appelle c'est l'échec. Ah oui, finalement ils se disent tu vas retirer des choses en fait à chaque fois C'est et ça. tu vas pouvoir t'améliorer en reproduisant pas les mêmes choses qui ont mal fonctionné la première fois en fait au final. Mais oui, mais je le vois même là dans mon expérience personnelle avec C'est les Savonnables. Je pense que la réussite des Savonnables sera grâce à mon échec précédent. D'accord. Parce que je suis beaucoup plus, beaucoup plus regardant sur certaines choses sur lesquelles j'étais moins vigilant avec Seigneur Privé, par exemple. Mais oui, lorsqu'on rencontre... je pense que c'est global, hein, c'est même pas uniquement le milieu bancaire ou autre, hein, c'est l'échec, hein, c'est global, c'est depuis notre tendre enfance qu'on a ce problème avec la peur de l'échec. Quoi. C'est ça, alors que finalement, c'est l'échec fait une. On tombe et puis on se relève, quoi. Et quand on se relève, on sait pourquoi on est tombé, et puis du coup, on va changer un peu pour pas retomber la fois d'après. Finalement. C'est ça. Moi, pour le coup, je suis vraiment décomplexé avec l'échec. J'ai vraiment aucun problème avec ça, et surtout que même mes enfants, j'essaie vraiment de les décomplexer par rapport à ça. Alors il faut en tirer des leçons. C'est pas juste de passer à côté. Il faut en tirer des leçons, mais il faut pas s'arrêter dessus, s'alarmer dessus. Ça c'est important. Mais ensuite, c'est les choses continuent finalement. Bah oui, carrément. Et j'allais te poser une petite question plus personnelle, mais avec 3 filles plus ton épouse, ça va, t'arrives à pouvoir prendre un peu la parole à la maison? Parce que moi j'ai des souvenirs, j'ai des amis comme ça, c'était pareil, 3 filles, et je sais que leur papa il n'avait pas souvent le droit au chapitre pendant les repas. Bon, alors elles sont encore petites, hein. Ouais. J'ai donc les 3 filles, 3, 5 et 7 ans, donc elles sont encore petites, mais je suis vraiment heureux d'avoir mes 3 filles. Effectivement, je suis en minorité, mais je suis issu d'une famille où j'ai 2 frères et 7 sœurs. D'accord. Oui, donc les grandes familles. Je suis un habitué. Mais non, c'est top, et ça permet aussi de voir les choses différemment. Moi, je suis très heureux d'avoir 3 filles à la maison. Bon, c'est vrai c'est eux qui portent, on va dire, tous les choix, puisqu'ils sont en supériorité numérique. Ouais. Mais non, j'ai pas vraiment de soucis avec ça, et tant mieux même d'ailleurs. Oui, non, c'est clair. Et est-ce que, quelque part, ce que vous faites avec ton épouse sur les Savonnables, c'est aussi un peu pour elle, ce que je veux dire par rapport à ce que tu faisais précédemment, d'être sur une logique de produits solides, de zéro déchet, etc. C'est aussi quelque chose qui est plus, on va dire, protecteur par rapport à nos ressources, notre environnement. Tout à fait. C'est les Savonnables, ça, je pense que ça émane aussi de tout ça. C'est sur la partie environnementale, bon, il y a plus de débat, il y a urgence. Après, il y a plein de postes qui pourraient, mais effectivement, c'est important pour nous de proposer quelque chose qui est respectueux de la planète, pour laisser aussi à nos enfants, et aussi pour leur guider aussi sur cette voie-là. Moi, je suis très optimiste lorsque je vois mes nièces qui ont 16-17 ans, qui me font pas mal de rappels sur mon mode de consommation, qui sont plus éveillés que nous, puisque alors moi je suis de la génération 82, c'est une génération très pub, très c'est vrai. Et
finalement, je trouve que là où il y a une grande différence, c'est dans la manière dont ils vont aller se renseigner sur la marque. Ils ont les outils aussi pour j'aurais rêvé d'avoir un outil comme Internet étant plus jeune. Pareil. Mais ils ont cette possibilité-là, et surtout que c'est les entreprises, lorsqu'elles font un faux pas aujourd'hui, elles le payent au prix cher, très rapidement, parce que on est face à des consommateurs acteurs aussi. Et c'est plus aujourd'hui on va dire la société qui guide, en tout cas c'est la population qui guide les marques. Que l'inverse. Et nous, on a connu, je pense, plus l'inverse. Et je suis très content que mes nièces, très jeunes, voilà, sont sensibles à ça. Et tant mieux. Tant mieux. Et c'est vrai que le projet qu'on mène, il vient en plus de ça. Il vient s'imbriquer à tout ça. Et nos filles nous posent des questions sur la manière dont un savon est fabriqué. Et donc elles se renseignent et elles comprennent pourquoi on utilise ce type de savon et pas d'autres, par exemple. Mais on n'a pas un discours culpabilisant. C'est là-dessus, on a besoin d'avoir un discours plus éveillé. Et plus pédagogique, en fait, finalement, d'expliquer les choses, pourquoi on les fait, plutôt que d'être culpabilisant. C'est ça, parce que nous, sur toute cette, on va dire, partie-là, je trouve que on peut vite culpabiliser sur notre mode de consommation. Et je pense que ce qui est important, c'est pas forcément de culpabiliser, mais c'est de réaliser. Et après, on a la vie qu'on mène aussi. On ne peut pas aller tout écolo, on va dire. Mais on fait de notre mieux, et chaque chose qu'on va faire peut avoir son petit impact aussi. Et ça, c'est important. Je pense que le plus risqué, c'est d'aller de tout au tout. Oui, d'un extrême à l'autre, en fait, finalement. C'est ça. Ouais. Et ça, je pense que c'est avec l'âge aussi que j'ai appris ça. Enfin, même dans mes choix, je fais vraiment attention de ne pas avoir des choix extrêmes. Et dès que je sens que c'est un choix trop rapide, j'arrête. Voilà, j'arrête et je me pose et j'essaie de le prendre un peu plus tard, ce choix-là. Ok. Ah, c'est intéressant comme raisonnement, du coup, de dire, bon, je vois que c'est peut-être pas le meilleur choix, et donc je me remets un petit peu en retrait pour réfléchir. Ouais, je pense que tout le monde a déjà vécu cette situation où d'envoyer un mail à quelqu'un trop rapidement. Ouais, et de dire, voilà. Il est parti. Et moi, ça m'arrive, par exemple, aujourd'hui, d'écrire un mail, quand je sens qu'il est, enfin, on va dire qu'il est un peu plus sensible que ce qu'un mail standard, je le laisse dormir un petit peu, le mail, et je reviens dessus. Et ça me permet, voilà, de laisser refroidir les choses et de pouvoir... Ouais, de pas être trop dans l'émotionnel. Voilà, tout à fait. Ouais, d'accord. Et c'est vrai que, voilà, enfin, moi, ça me voilà, c'est des choses qui on va dire que j'ai appris avec le temps, on va dire. Et avec aussi voilà, avec les fois des mails qui sont partis trop vite. C'est ça. Mais non, mais effectivement, c'est le fait de prendre des choix trop extrêmes parfois. Voilà, faut être attentif à ça. Ouais, c'est sûr. Tu vois, Christophe, je regarde le temps, on approche gentiment des 47 minutes déjà, tu vois. Et du coup, je te remercie d'avoir partagé en tout cas ton expérience. Je trouve que c'est hyper intéressant, ton parcours, et en étant finalement autodidacte, en ayant appris des choses à la fois par toi-même, en ayant suivi des formations, en t'étant posé des questions. Et je trouve que c'est chouette qu'à chaque fois, dans tes différentes expériences, tu t'es toujours demandé finalement si tu étais à ta place. Et ça, je me dis que c'est quelque chose qu'on devrait essayer de tous faire de façon assez récurrente pour savoir si on est bien aligné finalement avec ce qu'on fait, et est-ce que c'est là où on se projette en fait. Et le fait que toi tu l'aies fait en fait à chaque fois, t'as pris des décisions, t'as bifurqué, t'as fait quelque chose de différent qui te ressemblait davantage, en prenant parfois un risque aussi. Et je trouve ça hyper chouette, très fort. Et tu vois, c'est pas que dire c'est courageux, non, c'est pas ça, mais je trouve que du coup t'as toujours fait en fait l'effort de te remettre un peu en question, quoi. Ouais, je pense que c'est important. C'est important de le faire, puisque
ce qui nous inspire varie avec l'instant T finalement, et aussi avec la vie qu'on mène. Oui, tout à fait. Et c'est le fait de pouvoir se poser, c'est un luxe qu'il faut s'accorder, de pouvoir se poser, non pas faire une rétrospective complète, mais de savoir si ce qu'on fait aujourd'hui, ça répond à ce qu'on souhaite faire demain. Tout à fait. Et si ça répond, enfin s'il y a un problème de déséquilibre dans la balance, c'est qu'il faut peut-être se poser des questions. Mais encore une fois, je comprends aussi qu'il y a des personnes qui peuvent le faire, mais il y a aussi un contexte et un moment aussi pour le faire. Ouais. Je pense que c'est l'instant, il est déterminant aussi dedans, parce que il y a des moments de notre vie où on peut pas changer, parce que il y a trop de changements déjà dans notre vie privée, par exemple. Oui. Il faut un bon alignement de tout ça, et il faut sentir aussi le moment. C'est vraiment, je pense que ce qui permet de faire ça, c'est de pouvoir détecter le moment qui pourrait nous permettre de changer. D'accord. Et bah du coup ça suit bien sur les 3 dernières questions du podcast. Le podcast s'appelle La Boussole, et pour moi la boussole ça indique le nord, et ce qui nous guide pour moi dans la nuit, pas que dans la nuit, c'est l'étoile du nord. Et du coup toi, qu'est-ce qui te guide dans ta vie? Alors c'est extrêmement compliqué de répondre à cette question, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me guident. Moi ce qui me guide c'est les rencontres. C'est les rencontres au quotidien, c'est les échanges que je peux avoir avec les personnes, et également c'est mes enfants, puisque c'est eux demain qui vont construire et qui vont passer le relais à d'autres encore. Et finalement, je suis très attentif à comment on passe le relais et qu'est-ce qu'on passe comme relais en fait. Finalement. Mais effectivement, il y a énormément de choses qui me guident. J'ai pas une chose en particulier ce qui me guide. Et ce qui me guide aujourd'hui, peut-être que ça me guidera plus demain. Donc ça peut changer. C'est ça, tout à fait. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est les rencontres. Pour moi, c'est parfois on rencontre une personne, elle nous a éveillés sur certaines choses, et du coup on change de perspective. On change de perspective, exactement. Et faut jamais avoir peur, je pense, de changer. On a souvent tendance à vouloir rester sur une même ligne droite. Parfois, c'est pas mal de pouvoir varier un petit peu et prendre des chemins de traverse. Et pourquoi pas revenir. Mais voilà. Et moi, tu vois, je suis une grande lectrice et je suis toujours friande des conseils de mes invités. Est-ce que toi, tu aurais un livre à conseiller? Oui, un livre, celui de Marc Simoncini, Une vie choisie. D'accord. Que je trouve intéressant parce que je me retrouve un petit peu dans le parcours, on va dire. Alors attention à toute proportion gardée. Mais il a eu un parcours donc autodidacte, avec beaucoup de changements, et surtout beaucoup de virages constants sur lesquels je me reconnais un petit peu là-dedans. Et bon, c'est quelqu'un que je trouve, sur la partie entrepreneuriale, qui est quelqu'un de très inspirant, quoi. Ouais. Hyper inspirant, qui encore aujourd'hui, on sent que c'est un passionné. Et voilà, ça fait partie pour moi des personnes qui ont connu Internet avant la bulle aussi. Ouais. Ça fait partie de ces acteurs-là qui ont changé, c'est la donne en France sur le web. Et voilà, et le personnage et le parcours est incroyable. Ouais, c'est certain. Et enfin, est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour le podcast? Oui, Lisseng, qui développe une chaîne de restaurants Elsie. D'accord. Qui est Garden Food, qui est un entrepreneur également extrêmement intéressant, je trouve, une personne riche. Et voilà, c'est quelqu'un que je recommande, en tout cas, à suivre.
Super. Merci beaucoup Christophe. Je mettrai bien sûr dans les notes de l'épisode les liens vers les Savonnables, les différents réseaux sociaux où on peut vous suivre, donc toi et ton épouse. Et puis je te remercie pour tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez 2 personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.